Alors, si tout le monde est installé, on va pouvoir démarrer. Et il y a déjà, j'ai mis les diapos hier et il y a déjà Océane qui m'a enlevé une erreur. Je pense qu'il faudra rectifier effectivement. Alors, on s'était arrêté où sous espace vectoriel, on avait vu les exemples. Donc, je vous ai renvoyé les diapos qui correspondaient à ces exemples hein, pour illustrer un petit peu ces exemples-là. Alors, l'exemple où on avait une droite vectorielle, en fait, c'était pas forcément le plus... C'était un vrai espace vectoriel, mais c'était pas forcément très visuel. Et on s'était arrêté sous espace engendré par une famille de vecteurs. Voilà, on a fait la démonstration et on avait vu l'exemple donc d'un plan. D'un plan P avec une équation. Et on avait vu que ce plan, on pouvait l'écrire avec, sous la forme d'un vecte quelque chose, c'est-à-dire qu'il avait une famille génératrice. Alors, on avait dû s'arrêter à peu près là. Donc, à retenir aussi, hein, donc, comme on était dans R3 ici, au départ, je reviens à l'équation. Voilà. L'équation de ce plan. Donc, on est dans R3, on a ici 3 inconnus, x, y, z. Et comme on a une seule équation, si je fais 3 moins 1, ça me fait 2. Et 2, c'est le nombre d'inconnus auxiliaires que je récupère là. Et on constate en fait que ces inconnus auxiliaires, ce sont les lambdas qui permettent d'écrire la décomposition de toutes les combinaisons linéaires. Ce sont les paramètres hein, qui nous permettent d'écrire les combinaisons linéaires. Donc si j'ai 2 inconnus auxiliaires, j'ai 2 lambdas. Donc forcément, j'ai 2 vecteurs. Il y a le vecteur U1 qui est associé à lambda 1 et le vecteur U2 qui est associé à lambda 2. Donc à partir de 3 inconnus et une seule équation, j'ai 2 inconnus auxiliaires, j'ai donc 2 vecteurs dans la famille génératrice. Alors, par rapport à ce qu'on connaît, nous, de l'espace et de la géométrie dans l'espace, donc la géométrie, on était dans l'espace ici, c'était on a x, y, z, donc on est dans R3. Une équation, c'est donc une équation de plan. On avait vu, quand on avait fait la géométrie, qu'un plan, c'était défini par une équation. Et un plan, il a donc 2 vecteurs générateurs. Donc jusque-là, il y a une vraie cohérence avec ce qu'on avait rencontré quand on a fait de la géométrie. Je ne sais plus à quelle période de l'année, mais à un moment, on avait fait de la géométrie. Alors, maintenant, revenons donc à nos espaces vectoriels. Pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel, on a vu la définition. On a vu ça vendredi, la définition. Et en fait, on a autre chose que la définition maintenant, c'est l'écriture sous la forme d'un vecte. Parce que quand j'écris vecte quelque chose, je peux dire c'est un sous-espace vectoriel, comme son nom l'indique en fait. Hein. F est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs U1, UP. Donc quand on écrit ça, ça veut dire que F est bien un sous-espace vectoriel. Et l'avantage, c'est que cette expression-là, c'est du 2 en 1, c'est-à-dire qu'on affirme que c'est un sous-espace vectoriel et en plus, on trouve une famille génératrice. Donc, pour revenir à la notion de famille génératrice, on dit qu'une famille U1, UP est génératrice. Ça signifie que, quand je prends de F, hein, n'importe quel vecteur dans F, eh bien, je peux trouver des lambdas qui me permettent d'écrire B sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs U1, UP. Donc, c'est bien la notion de famille génératrice, c'est lié à la notion de combinaison linéaire. Donc, ça, c'est important à retenir. C'est la même chose hein, que d'écrire que F est égal à vecte U1, UP. C'est une autre façon de l'exprimer, c'est tout. Mais on tourne toujours autour de cette définition de vecte. Alors, dans les exemples à connaître, j'ai rajouté par rapport au document que vous aviez, je pourrais renvoyer celui-ci. Et j'ai rajouté ici des petites explications. Donc, soit vous les notez pour vous et puis vous les rajouterez si jamais vous avez imprimé. Et sinon, je peux vous renvoyer ce nouveau PDF avec cette petite modif. Alors, dans R2, les espaces vectoriels qu'on connaît. Les espaces vectoriels qu'on connaît, le plus petit, c'est 0. Le plus gros, c'est R2. Et puis, entre les deux, on a vu qu'on avait toutes les droites vectorielles. Et en fait, on se rend compte que ces ensembles-là, on peut les écrire sous la forme vecte quelque chose. Alors, si je prends
0, l'espace vectoriel le plus petit possible dans lequel il n'y a que le vecteur nul, je peux dire que c'est vect 0. En effet, si vous prenez le vecteur nul et que vous prenez toutes les combinaisons linéaires possibles, on récupère que le vecteur nul. Donc, on peut déjà écrire que 0, on peut l'écrire sous la forme vect quelque chose. Si je prends le plus gros possible sous espace de R2, c'est R2 lui-même. Eh bien, R de lui-même, je peux l'écrire sous la forme d'un vect. Parce que si je prends n'importe quel vecteur xy, je peux le décomposer en disant que c'est x fois 1, 0, plus y fois 0, 1. En fait, on fait dans l'autre sens. On part d'ici, je multiplie par x, je multiplie par y, j'ajoute et je recolle tout, ça me fait xy. Donc, n'importe quel vecteur de R2, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, 1, 0 et 0, 1. Ils sont très simples. Donc, ça nous permet de dire que R2, je peux l'écrire aussi sous la forme d'un vect de deux vecteurs. C'est le plus gros, donc, sous-espace vectoriel de R2. Et puis, en étape intermédiaire, il y a les droites. Les droites vectorielles. Les droites vectorielles, c'est à chaque fois lambda U, donc un multiple du vecteur U. Ça, c'est ce qu'on avait vu quand on a vu les droites vectorielles. Mais quand j'écris ça, c'est de la forme, c'est aussi une combinaison linéaire. C'est une combinaison linéaire, mais d'un seul vecteur. C'est de la forme lambda 1 U1, si on veut revenir à la définition qui est encore juste au-dessus. Mais il n'y a pas les autres. Il n'y a pas lambda 2 U2, il n'y a pas lambda PUP. Donc, il n'y a que le lambda 1 U1. Mais ça, c'est un vect. C'est vect et U, le seul vecteur qu'on est là. Donc, on se rend compte que dans R2, 0, c'est vect 0. R2 tout entier, c'est vect les deux vecteurs 1, 0, 0, 1. Et les droites, elles sont engendrées par leur vecteur directeur. Quand on dit vecteur directeur d'une droite, en fait, on peut dire aussi vecteur générateur. Dans R3, ça a un peu plus de place. Il y a le vecteur nul, c'est pareil. Quand je prends l'ensemble réduit au vecteur nul, il est engendré par le vecteur nul. Donc, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Si je prends le gros ensemble, R3 tout entier, en fait, quand je prends n'importe quel vecteur de R3, x, y, z, je peux le décomposer x fois, quand je prends le vecteur 1, 0, 0, y fois le vecteur 0, 1, 0, et z fois le vecteur 0, 0, 1. Donc, j'ai une décomposition de tous les vecteurs de R3 en fonction de ces trois vecteurs ici, qui vont être les trois vecteurs générateurs. On va donc avoir R3, c'est le vect de ces trois vecteurs. Et ça correspond à ce qui est écrit là. On a une famille génératrice puisque tous les vecteurs de R3, je peux les décomposer. Autre exemple, les droites. C'est toujours comme tout à l'heure. Une droite vectorielle, c'est lambda U, donc c'est la forme lambda 1 U1, donc c'est vect de ce vecteur U1. On a l'écriture ici de toutes les combinaisons linéaires du vecteur U, c'est le vect de U. Un plan vectoriel. Alors un plan vectoriel, je voudrais pratiquement reprendre, on avait fait un dessin, on avait deux vecteurs U1, U2. Quand vous prenez toutes les combinaisons linéaires possibles de votre vecteur U et de votre vecteur V, vous avez votre plan vectoriel. Quand on reprend en fait l'exemple qu'on a vu juste au-dessus ici, voilà, on est dans R3, on a un plan vectoriel, il a une équation. Quand je dis plan vectoriel, ça veut dire que la constante, c'est AX plus BY plus CZ, le D est égal à 0. Ça veut dire que le plan passe par 0. Donc, quand on a un plan vectoriel, on arrive à lui sortir deux vecteurs générateurs. Je vous rappelle, quand on faisait de la géométrie, on disait qu'un plan, il passait par un point et il était porté par deux vecteurs générateurs. Ici, mon plan, vu que c'est un plan vectoriel, il passe forcément par 0. Donc, une fois que je dis qu'il passait par 0 et qu'il avait deux vecteurs générateurs, là, on peut lui dire que tout plan s'écrit sous la forme vect quelque chose. On l'a fait sur un exemple ici. En fait, ça se généralise à tous les plans de R3. Donc, un plan de R3, je peux l'écrire comme un vect. Finalement, on est en train de dire, sur deux exemples, dans R2, dans R3, que les sous-espaces vectoriels, je peux toujours les écrire comme des vects. Ben, ça se généralise, on l'admet, quand on est dans Kn, tout sous-espace vectoriel peut s'écrire sous la forme vect quelque chose. C'est-à-dire qu'il a une famille génératrice. Mais en fait, il n'y en a pas qu'une. Une fois qu'on en a une, on peut en avoir une infinité.
Alors, des exemples. Alors, des exemples, on se place dans R3, un ensemble qui s'appelle D, j'ai presque failli dire ce que c'était. Faut montrer que c'est un sous-espace vectoriel et en donner une famille génératrice. Donc, je vais essayer d'écrire D sous la forme vect quelque chose pour avoir à la fois c'est un sous-espace vectoriel et une famille génératrice. Je vous ai dit, c'est le 2 en 1. Alors, j'ai préparé un diapo pour ça. Ça doit être ça. Voilà. La droite, donc notre droite, si je recopie, c'est les triples. Ah, zut, j'ai dit que c'est une droite. Je ne voulais pas le dire. Bien, bah tant pis, c'est raté. Cet ensemble D, donc c'est les vecteurs X, Y, Z qui vérifient tout ce système. Ce système, ce qu'on va faire, on va commencer par le résoudre. On va faire une résolution de ce système pour le simplifier un petit peu. Alors, quand je fais la résolution, je bloque la première ligne. Ça nous rappelle un peu les résolutions qu'on a faites il y a longtemps. Je fais L2 moins L1 pour enlever le X. Et puis, la ligne L3, ben, j'y touche pas parce qu'il n'y a pas de X dedans. Donc, si je fais L2 moins L1, j'ai moins Y plus 2Z, normalement. Et puis, je recopie la ligne L3. Et là, je constate que la ligne L2 et la ligne L3, c'est la même chose. Donc, j'en enlève une, donc j'ai enlevé L3. Très important. Arrivé là, je n'ai plus que 2 équations, réellement. Au départ, j'en avais 3, mais j'en ai plus que 2. Donc, si j'ai plus que 2 équations, alors que j'ai 3 inconnues, j'ai une inconnue auxiliaire. J'ai choisi Z, c'était plus facile ici. Donc, j'ai Y égale 2Z, et puis, au-dessus, X plus 2Y égale Z. Quand je termine le calcul, c'est-à-dire j'exprime tout en fonction de Z, qui est donc mon inconnue auxiliaire. Donc, Y, c'est fait. X, j'obtiens Z moins 2Y. Et comme Y est égal à 2Z, ça fait Z moins 4Z. J'ai bien moins 3Z ici. Donc, l'ensemble D, je peux l'écrire en remplaçant ici le X, en disant que le X c'est moins 3Z, le Y c'est 2Z et le Z c'est Z. Alors, on n'a pas une résolution complète du système, puisqu'il nous reste cet inconnu auxiliaire qui est Z, qui reste variable. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs, hein, d'avoir encore des inconnus auxiliaires, parce que maintenant je peux mettre dans l'expression, je peux mettre le Z en facteur, j'ai Z multiplié par ce vecteur constant, moins 3, 2, 1. Donc, si je pose U, c'est ce vecteur moins 3, 2, 1, j'ai tous les multiples de moins 3, 2, 1. Si je reprends le cas général ici, j'ai bien un ensemble de la forme lambda U. Donc, le U, c'est le vecteur moins 3, 2, 1, et le lambda, c'est le Z. Donc, le lambda est le vecteur U. D, c'est bien un sous-espace vectoriel de R3, ce que j'ai réussi à écrire sous la forme de vect. Et sa famille génératrice, c'est le vecteur U qui est là tout seul. Donc, on a répondu aux 2 questions qui étaient montrer que c'est un sous-espace vectoriel et déterminer une famille génératrice. Bien, s'il y a une question là-dessus, n'hésitez pas. Alors, je vais faire quelques petites remarques. Comme tout à l'heure, sauf qu'ici, donc l'objet, c'est une droite hein, ici. Vous voyez, par rapport à ce qu'on disait, depuis le début, j'avais dit que c'est une droite. Comme je l'avais appelé D, je savais que c'était une droite. On le repérait pas tout de suite. Normalement, quand on est dans l'espace, une droite, elle est définie comme l'intersection de 2 plans, donc par 2 équations normalement, 2 équations de plan. Ici, il y en avait 3. En vrai, il n'y en avait pas vraiment 3, parce qu'il y en avait une qui pouvait s'arranger avec les autres. Donc, on part de nos 3 inconnues ici. Et en fait, ces 3 inconnues, elles sont bloquées par 2 équations, 2 vraies équations. Je compte les équations à la fin de la résolution. Si vous vous rappelez, le nombre d'équations à la fin de la résolution, à la fin de l'échelonnement principalement, eh bien, c'est ce qu'on appelle le rang. Donc, ça, c'est le nombre d'inconnus, et j'ai 2 équations, ça veut dire que mon système est de rang 2. On retrouvera cette notion de rang assez rapidement. Donc, 3 inconnus, 2 équations, forcément, j'ai plus qu'une seule inconnue auxiliaire. Une inconnue auxiliaire qui était mon Z. Comme j'ai une inconnue auxiliaire, quand je mets en facteur, j'ai plus qu'un vecteur. Donc, hop, c'est terminé. Donc, tout ça pour dire 3 équations moins le nombre, 3 inconnus, pardon, moins le nombre d'équations, moins 2.
R3 moins 2 égale une inconnue auxiliaire, c'est-à-dire un vecteur. Donc l'objet qu'on manipule, il est engendré par un seul vecteur, c'est-à-dire c'est une droite ici. Alors, voilà pour celui-ci. On vient maintenant au deuxième exemple. Bon, c'est un peu transparent, il s'appelle P. On est dans R3 et de toute façon, cet objet-là, quand on est dans R3 et qu'on a une équation, on sait que c'est un plan. Voilà, donc je l'ai appelé P. On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel. En fait, on va juste le vérifier puisqu'on s'en doute. C'est un plan qui passe par 0, c'est un sous-espace vectoriel. Mais la grosse difficulté, finalement, ici, c'est de trouver une famille génératrice. Alors, je me lance. Donc, mon plan, voilà, défini par son équation. L'équation, c'est comme si c'était un système, mais tout petit. Il n'y a qu'une seule, qu'une seule équation dans ce système. Je fais la résolution de ce microsystème. Quand je fais la résolution de ça, quand je compte, j'ai 3 inconnus, j'ai une seule équation, donc j'ai 2 inconnus auxiliaires. J'ai pris arbitrairement x et y. Donc, l'ensemble, c'est-à-dire mon plan, ce sont les vecteurs qui s'écrivent x, y, et comme z, je mets moins x plus 3y. Et en faisant varier tous les x et les y possibles. Là, c'est la résolution, en fait. Donc, la résolution du système, elle paraît un peu pauvre parce que on n'a pas fait grand-chose et qu'il nous reste encore 2 inconnus qui se promènent, qui ne sont pas fixés. Arrivé là, pour trouver, c'est ce qu'on a fait dans le cours, hein, c'est la même chose, je reprends la même démarche, je vais décomposer l'écriture des vecteurs ici avec tous les x d'un côté, tous les y de l'autre. Donc, tous les x d'un côté, ici j'ai x, 0, moins x. Pour les y, 0, y, 3y. Ensuite, je vais factoriser dans chaque vecteur les x et les y. Donc, il reste x fois 1, 0, moins 1, y, 0, 1, 3. Quand vous serez habitué, vous avez le droit de faire directement, de passer de la ligne qui est là à la deuxième ici, de sauter des étapes de décomposition en somme. Arrivé là, je vois, comme dans ce qu'on a fait dans le cours, hein, ça c'est lambda 1 U1 plus lambda 2 U2, avec tous les lambdas possibles. Donc on est bien sur la définition exacte du vecte. Vecte de UV, U c'est le premier vecteur là, et V c'est celui-ci. J'espère que ça c'est bon, ça ne pose pas de problème. On a donc un sous-espace vectoriel, puisqu'on a écrit vecte. C'est redondant, mais c'est comme ça, avec comme famille génératrice la famille UV. Donc, comment on sait que c'est un sous-espace vectoriel de R3? Parce que ici, on a dit qu'on prenait des vecteurs de R3. Donc, sous-espace de R3, ça vient de ça. Mes histoires de petits comptages, là, on est parti avec 3 inconnus, puisqu'on était dans R3, on avait une seule équation, 3 inconnus et une équation, ça me fait 2 inconnus auxiliaires, ça me fait donc 2 vecteurs. 3 inconnus, une équation, 2 vecteurs. C'est donc un plan. On peut remarquer que ici, le fait d'avoir choisi x et y comme inconnus auxiliaires, ça induit l'écriture des vecteurs. Le fait d'avoir x et y, ça me fait un 1 et un 0 là, et un 0 et un 1 ici pour le y. Donc, l'écriture des vecteurs, l'expression des vecteurs, elle est induite par le choix des inconnus auxiliaires. Alors, qu'est-ce qui se passe si on choisit d'autres inconnus auxiliaires? On pourrait. Parce que là, c'est vraiment arbitraire. J'ai dit, je prends x et y. On aurait pu choisir y et z, par exemple, dans cette expression-là. Choisir x et z, c'est malvenu, parce que ça ferait y égale 1/3 du reste. Enfin, il y aurait des fractions. J'essaye de choisir mes inconnus auxiliaires au maximum pour éviter l'écriture avec des fractions. Bon, si je prends ça, le même principe, hein, j'écris mes solutions, c'est terminé. Je remplace le x par 3y moins z, y c'est y, z c'est z. Je décompose en somme. Et une fois que j'ai décomposé, je peux mettre les y et les z en facteur. Arrivé là, c'est bien une expression de la forme lambda 1 U1 plus lambda 2 U2. C'est donc un vecte avec 2 vecteurs. Alors, je vais les appeler U et V, c'était déjà pris comme notation. Celui-ci, je l'appelle A et celui-ci, je l'appelle B. J'ai donc un sous-espace de R3, comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Et la famille génératrice, c'est la famille AB. Alors, ici,
on voit que le choix des inconnus auxiliaires, le fait que ce soit Y et Z, on le retrouve dans l'écriture des vecteurs de la famille génératrice. Alors, avant de répondre à une question, le problème, c'est est-ce que c'est grave d'avoir deux familles génératrices différentes en fonction du choix des inconnus auxiliaires? Alors, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être sûr que les deux sont bonnes. Les deux sont valables ici. On pourrait même en trouver d'autres. Mais c'est logique, puisque si vous placez dans le plan, donc le plan de ma feuille ici, je prends les vecteurs de tout à l'heure, le vecteur U et le vecteur V. J'ai mis un peu n'importe quoi, hein, c'est pas forcément très bien présenté. Et si je prends le vecteur A et le vecteur B, ça me fait une autre famille génératrice. Mais c'est pas grave, ça engendre toujours le même plan P ici que j'ai matérialisé comme ça. On imagine bien, on a déjà fait un peu de géométrie. Une fois qu'on a figé le point ici, c'est l'origine. On peut être porté par deux vecteurs U et V ou deux autres vecteurs A et B. L'essentiel, c'est que tout se passe dans le même plan. Voilà ce qui est important. Donc, il y a plusieurs familles génératrices possibles, même une infinité, mais en général, il y en a qui sont plus évidentes, plus intuitives que d'autres. Voilà pour ce deuxième exemple. Vous criez si ça va trop vite, hein, parce que l'autre jour, les gens me disent « Ah, on n'avait pas le temps de tout noter. » Oui, ouais, je vous les redonne. Qui sait? Ça va trop vite? Oui, ça va un petit peu vite. Bon, alors, je reviens. Vous étiez en train de noter des trucs? Non, mais il faut le dire. C'est bien de le dire. J'ai du mal à me rendre compte parce que j'ai l'impression que c'est très répétitif, mais c'est Lucie, c'est ça qui parlait? Oui. Et t'en étais où là, ça va? Oui, ça j'avais. Enfin, j'étais sur la fin. Il me manquait surtout le petit schéma à la fin. Ah, le petit dessin. Bon, donc deux vecteurs U et V, ça c'est ceux de tout à l'heure. Là-dessus, je reprends deux autres vecteurs A et B. Et je matérialise le plan P. Donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs familles génératrices possibles. Et on a trouvé là deux possibilités. Après, et les familles génératrices, elles sont liées finalement aux inconnus auxiliaires. Donc c'est lié au choix qu'on fait, nous, d'inconnus auxiliaires. Et je vous dis, on a toujours plusieurs choix. Alors parfois, dans les exercices, on vous impose, on vous dit, donnez une famille génératrice de la forme, et puis on fige les 0 et les 1 quelque part. Et quand on fige les 0 et les 1, ben, ça fige le choix des inconnus auxiliaires. Et ça, c'est quand le correcteur, il n'a pas envie de vérifier toutes les familles génératrices de ses élèves. Et si on fige les inconnus auxiliaires et les points 0, 1 et 1, 0, ben on fige tout le reste. Donc comme ça, il n'y a plus qu'une solution possible. C'est juste le confort du correcteur. Donc voilà pour ce deuxième exemple, hein, qui reprend ce qu'on avait vu finalement vendredi, ce qui était rédigé dans le cours, tout détaillé. Je passe à la suite. Et vous criez avant que je sois allé trop loin, si je vais trop vite. Alors l'exemple 3. L'exemple 3, on va un peu prendre le large, c'est-à-dire que là on était dans R3, pour l'exemple 1 et l'exemple 2. R3, parce que c'est facile de se représenter ce qui se passe dans R3. D, il y avait 3 équations, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait que 2. C'était donc bien une droite. Donc la famille génératrice, c'était un vecteur. Ici, P, on est dans R3, il y a une équation. P, c'est un plan. Donc, on sait que la famille génératrice, c'est 2 vecteurs. Là, on a vraiment toutes nos connaissances de géométrie qui nous donnent une bonne intuition de ce qui va se passer. Et là, on prend le large. On va dans R4. Et dans R4, c'est le grand inconnu. Alors, je reprends mes équations. Et il faut montrer que c'est un sous-espace de R4 et donner une famille génératrice. La technique, c'est toujours la même. Simplement, on n'a plus le support. Le support qu'on avait... Je vais fermer. Le support de la géométrie, c'est terminé. On va donc maintenant être un peu plus sur les choses un peu plus théoriques. Mais le principe est exactement le même. Donc, je reprends le sous-espace vectoriel V, qui est dans R4, donc. J'écris ces équations. Là, je les ai écrites les unes sous les autres, d'abord parce que j'avais pas assez de place. Et en plus, ça me permet de visualiser un système S. Et on se lance dans la résolution du système S. Alors, je bloque la première ligne, je vais enlever le X en faisant L2 moins 2L1, et j'enlève le Y en faisant L3 moins L1. Donc, classique, résolution de système.
Donc, j'allais dire, il faudrait revoir ça, mais en fait, non, mais on va le revoir au fur et à mesure des exercices, et vous voyez qu'on retrouve ces résolutions de système qu'on avait vues il y a longtemps. Si je ne me suis pas trompée, on obtient ça. Quand on obtient ces deux équations-là, on constate qu'en fait, c'est 2 fois la même. Donc, je vais en enlever une. Bon, par exemple, celle-ci, hein, c'est pareil. Donc, j'ai plus que 2 équations ici. Alors, j'ai 2 équations, je réfléchis en termes d'inconnus auxiliaires. J'avais 4 inconnus. Si j'ai plus que 2 équations, ça veut dire que j'ai forcément 2 inconnus auxiliaires. Et j'ai fait le choix de prendre Z et T parce que c'est le plus simple vu comme c'est présenté là. Alors, c'est ennuyeux parce qu'il y a des fractions, mais quoi qu'on prenne, il y aura des fractions. Donc, j'ai pris comme inconnu auxiliaire Z et T. Donc, je passe Z et T de l'autre côté. Je divise par moins 2 et j'obtiens moins 3 demi de Z et plus 3 demi de T pour les Y. Maintenant, quand je remonte à la ligne dessus, le X, je passe tout de l'autre côté, ça fait moins Y moins Z plus T. Le Y, je le remplace ici avec ça. Donc, quand j'ai moins Y, j'ai 3,5 de Z. Et zut alors, 3,5 de Z moins Z. Je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Moins Y moins Z plus T. Et les T, je pense qu'il y a une erreur là. Si je fais 3,5 de, moins 3,5 de Z, donc 3,5 de Z moins Z, ça fait 1,5. C'est un plus ici, je pense. Donc, il faudra rectifier ça. Je mettrai un petit coup de gomme. À part vérifiez tous, mais si vous me confirmez pas, mais ici, je pense qu'il y a un problème. Il faudrait que je l'efface. Si je l'efface, mais je vais devoir l'effacer à chaque fois, ça va être long. Je vais mettre un petit coup de gomme. Ah, non, je voulais pas écrire. C'est ça ce que je voulais faire. Je vais mettre un petit coup de gomme ici. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de moins. Si je me trompe pas, donc. Y, donc on a... Je vérifie 3 fois parce que je suis jamais sûre de mes calculs. J'ai bien raison. Je ne vais pas être sûre. Bien. Donc, j'ai enlevé le moins. Alors, ensuite, en tout cas, j'ai une écriture de X et une écriture de Y. Donc, bah, forcément, ici, c'est faux aussi. Bon, il faudra tout rectifier. Ici, on a... faut que je note que je dois rectifier. Je vous enverrai une diapo corrigée quand même, ce sera mieux. Donc, ici, avec un plus, en prenant, donc, je remplace le X, c'est la même chose, mais ici, avec un plus. Je remplace le Y, c'est bon. Le Z, je le remplace pas. Et le T, je le remplace pas. Je décompose, donc toujours moyennant la même erreur de signe ici, qu'on va rectifier plus tard. Je décompose sous la forme d'une somme. Et puis, si vous êtes un petit peu pressé, vous avez le droit de passer directement de la première à la troisième ligne en décomposant et en mettant en facteur en même temps. Donc, ici, sauf que là, bah, si je mets un demi, ça va me faire un demi ici pour le Z. Moins 3,5 qui vient de la deuxième composante. Ensuite, le 1 qui vient de la troisième et le 0 qui vient de la quatrième. Et je fais la même chose pour les T. J'espère que ça, c'est bien compris. C'est vraiment important, le passage, alors, soit direct de la première à la troisième ligne. Et si vous avez besoin, vous passez à la deuxième, puis à la troisième, tranquillement. Donc, décomposer, il faut séparer les Z et les T. Et ensuite, tout factoriser. Quand c'est écrit sous cette forme-là, on reconnaît lambda 1, U1, plus lambda 2, U2. Simplement, le lambda 1, c'est le Z, et le lambda 2, c'est le T. Donc, on a l'écriture d'un vecteur, avec le vecteur A, c'est celui-ci, et le vecteur B, c'est celui-là. Quand on a fait ça, ben, c'est bon, c'est bien un sous-espace vectoriel, et on a trouvé la famille génératrice. Si je récapitule,
je suis partie avec 4 inconnus. Il me restait au final ici, après échelonnement, que 2 équations. J'ai donc 2 inconnus auxiliaires Z et T. Et j'ai donc 2 vecteurs dans la famille génératrice. Donc ça, c'est important à compter. Donc ici, on est dans R4, mais on fait quand même les mêmes opérations que dans R3. Et simplement, les objets qu'on manipule, c'est une sorte de plan, mais un plan dans R4, on a du mal à visualiser. Voilà, donc ça, c'est terminé pour celui-ci. C'était l'exemple 3. Et il faudra donc que je rectifie parce qu'il y avait une petite erreur de calcul. Alors, l'exemple 4, parfois, on donne l'expression, mais simplement, c'est pas des X, Y, Z. Quand c'est donné sous cette forme-là, alors parfois les élèves sont un peu gênés par l'écriture, et en fait, c'est encore plus simple. Donc, on a un ensemble, en fait, on dit qu'il est donné déjà sous forme paramétrique. Il est déjà écrit sous forme paramétrique. Ah, j'avais tout perdu. Hop, 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 c'est n'importe quoi. Je vais permettre autre chose. On était à ça. Donc, l'exemple 4. Ici, donc, pas de système à résoudre, puisqu'il n'y a pas d'équation à rédiger. Tout est déjà écrit sous forme paramétrique, c'est-à-dire on a les paramètres A et B, et le X, le Y, le Z et le T dépendent de ces paramètres A et B. C'est plus simple finalement, il n'y a plus qu'à séparer. On a déjà l'expression comme on avait avec Z et T tout à l'heure, mais ici, c'est prêt à être séparé. Donc je sépare les A et les B, je factorise par A, je factorise par B, et je retombe tout de suite sur une expression de vecteur, puisqu'on peut dire que V, c'est lambda 1 fois ce vecteur-là, plus lambda 2 fois celui-ci. Donc, on a tout de suite un vecteur. Donc, c'est les vecteurs, je les appelais U et V. On a une famille génératrice automatiquement. Donc, on a un vecteur, c'est un sous-espace de R4. Et la famille génératrice, on l'a là. Alors, R4, je le vois où? Qu'on a un sous-espace vectoriel de R4. Pas là, puisqu'il n'y avait que 2 paramètres. Mais ici, parce que mes vecteurs sont écrits sous la forme de 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, des quadruplés, en tout cas des éléments de R4. Ça, c'est là que je vois. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? C'était écrit sous forme paramétrique. Donc, le A et le B, ce sont les paramètres. Les paramètres, en fait, ça correspond au lambda 1 et lambda 2, voire plus, qu'on a dans l'expression du vecteur, dans l'expression générale. Ce qui est vraiment important, c'est qu'en lisant ça ici, cette expression-là, vous fassiez le lien avec la partie du cours qui est là. Voilà. Que le vecteur, c'est ça. Donc, de bien voir que c'est la même chose. Sauf que, au lieu d'avoir lambda 1, U1, lambda P, UP, vous avez A fois le vecteur U plus B fois le vecteur P. Donc ça, c'est vraiment important de faire le lien entre cette écriture théorique et cette écriture ici concrète, qui permet de dire, ça, c'est le vecteur de U et de V. Alors, un autre exemple où en fait, on fait le travail à l'envers. Vous avez constaté que sur les exemples qu'on vient de rédiger, à chaque fois, pour montrer qu'on a un sous-espace, on a un ensemble qui est défini par des équations. Ici, l'ensemble D, donc c'était une droite, on a vu qu'on pouvait simplifier un peu, mais cette droite était définie par des équations. Le plan défini par des équations, et ce machin, là, dans R4, défini par des équations. Ici, c'est comme si les équations, on avait déjà commencé la résolution. Maintenant, on va faire le contraire. On va se placer dans R3. Donc, dans R3, c'est sympa parce que on a nos petits repères. P, c'est vecteur UV. Je sais ce que c'est cet objet. Non seulement parce que je l'ai appelé P comme plante, mais c'est surtout que il est porté par 2 vecteurs. Donc, un sous-espace vectoriel engendré par 2 vecteurs dans R3, j'appelle ça un plan. Et ce plan, il peut donc s'écrire sous la forme comme celui qu'on avait ici,
sous la forme d'une équation, ce qu'on appelle une équation cartésienne. Donc, à partir des deux vecteurs générateurs qui sont là, je voudrais retrouver l'équation cartésienne. Alors, ça signifie en fait qu'on va chercher une condition nécessaire et suffisante pour que x, y, z soit dans le plan. Quelque chose qui ressemble donc à ce qu'on a vu sur l'exemple. Je ne pas le mal de mer. Sur l'exemple qui était ici, l'équation cartésienne, c'est bien le vecteur appartient au plan si et seulement si il vérifie cette équation. Donc voilà ce qu'on va rechercher. Comment on trouve donc une équation cartésienne quand le plan est donné sous la forme vect UV. Est-ce que je peux revenir là? Voilà, c'est possible. Alors, je prends mon plan, U c'est ça et V c'est ça. Je vais écrire que un vecteur, donc on cherche une condition nécessaire et suffisante, ça veut dire une équivalence. Je prends un vecteur x, y, z, quelconque, et je dis, il appartient au plan si et seulement si, quoi. Alors, dire qu'il appartient au plan, comme c'est un vecteur, ça veut dire qu'on peut le décomposer, ce vecteur, comme combinaison linéaire de ma famille génératrice. Et là, j'applique comme propriété cette propriété-là, c'est-à-dire que mon vecteur appartient à P, ça signifie que je peux trouver une combinaison linéaire qui me permet de décrire ce vecteur en fonction de U1, UP. Ici, c'est mes deux vecteurs U et V. Est-ce que j'ai une autre expression? Non, ça revient en même. Donc là, c'est bien écrit comme ça, voilà, en utilisant la famille génératrice. Hein. Il existe des lambda, simplement, je ne les ai pas appelés lambda, je les ai appelés alpha et bêta. Voilà, je n'ai pas mis de numéro, c'est plus simple. Donc le vecteur est dans le plan, ça veut dire qu'il existe des coefficients qui permettent de décomposer ce vecteur en fonction de U et V. Alors, cette partie-là de l'expression, je vais l'appeler S. En fait, c'est une sorte, on va voir que ça s'écrit sous la forme d'un système où les inconnus sont alpha et bêta, x, y, z étant fixés. Donc, dire que x, y, z est dans le plan, ça veut dire que le système S qui est écrit ici admet au moins une solution alpha-bêta. Ça se lit comme ça. Hein. Il existe une solution alpha-bêta qui vérifie le système S. Donc là, j'ai écrit la phrase dans l'autre sens. Alors, on va se lancer dans la résolution du système S. Je vais déjà l'écrire, l'expliciter un petit peu. Ce système S ici, j'ai écrit alpha U plus bêta V. Donc alpha U, il est là, plus bêta V, c'est ici, égale x, y, z. Ça, c'est mon système. Et maintenant, je vais développer la partie qui est à gauche, et puis dire c'est égal à x, y, z à chaque fois. Donc, à gauche, je regarde ce qu'il y a en première composante. J'ai alpha fois 1 et bêta fois moins 2. Alpha moins 2 bêta. Ensuite, j'ai alpha fois 5, bêta fois 1. Et ça fait y. Et en dernière composante, alpha fois 0, je ne l'ai pas recopié. Et bêta fois moins 3 bêta égale z. Je me lance dans la résolution. Je bloque ma première ligne et j'enlève le alpha qui est ici en faisant L2 moins 5L1. Si je fais L2 moins 5L1, ça fait bêta plus 10 bêta, j'en ai 11. Et j'ai Y moins 5X. La ligne L3, j'y touche pas parce qu'elle ne fait pas de alpha déjà. Maintenant, il faut que j'élimine les bêta dans cette expression pour continuer mon échelonnement. Et c'est là qu'il paraît que j'ai fait une erreur. J'ai écrit L3 plus 3L2. Non, il faut faire effectivement 11L3 ici. 11L3 plus 3L2. Alors, je vais le noter, puis je vous enverrai la diapo rectifiée. Il y a toujours des coquilles. C'est difficile d'avoir quelque chose de propre. Heureusement, j'ai des relecteurs. Alors, arrivé là, le système il est un peu bizarre à cause du 0 qui apparaît ici. En fait, ce qu'on obtient ici, si vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle une condition de compatibilité du système. Et on disait, le système admet des solutions si et seulement si, ça c'est bien vérifié. Et c'est justement ce qui m'intéresse. Est-ce que ce système admet des solutions? Donc,
finalement dire que le vecteur x, y, z est dans le plan, ça veut dire que le système admet des solutions, ça veut donc dire que la condition de compatibilité est vérifiée. Si je reviens à ce qu'il y en avait au début, avant la résolution du système. Donc, le système admet une solution, ça signifie que cette équation-là est vérifiée. Et je viens de dire que le système admet une solution, ça veut dire que le vecteur est dans le plan. Le vecteur est dans le plan, si et seulement si l'équation est vérifiée. On nous demandait une condition nécessaire et suffisante. On voit la une, qui est simple, très jolie, et c'est exactement ce qu'on appelle l'équation cartésienne du plan. Et on voit bien que ça ressemble franchement à une équation cartésienne du plan. Il y avait autre chose après? Alors, une petite remarque, hein, quand on prend un plan, donc dans R3, on a vu tout à l'heure dans l'exemple 2, on est parti d'une équation cartésienne, ça nous a donné les deux vecteurs directeurs, donc ça on sait faire par résolution du système microscopique. Et dans l'exemple 5 qu'on vient de voir ici, à partir de deux vecteurs directeurs, on peut retrouver une équation cartésienne. Alors c'est assez simple quand on prend un plan dans R3, dès qu'on est dans R4 ou dans d'autres espaces plus gros, c'est vite délicat. On en refera sur la feuille d'exercice, je vous en donnerai un autre, mais ça devient vite compliqué quand on augmente ici en termes de dimension. Alors voilà pour celui-ci. Là, voilà. C'est ça, je vais faire. Bien, alors. Madame? Oui, j'ai été trop vite? Oui, est-ce que vous pouvez remettre 2 minutes, s'il vous plaît? Enfin, il me restait juste les remarques, je crois. Là, voilà. Merci. Bien. Donc, si ça, c'est bon, on va revenir au cours. Donc, ça, c'est vraiment retravailler bien ces exemples. Il faut vraiment bien les maîtriser pour toute la suite. Et je vous remettrai quelques exercices là-dessus. C'est vraiment les choses basiques, hein, mais c'est important de bien maîtriser. Alors, c'était quoi la propriété 1? Propriété 1, c'est que tout sous-espace vectoriel admet au moins une famille génératrice, donc on peut l'écrire sous la forme d'un vecteur. Et on a vu à chaque fois hein, qu'on pouvait écrire sous la forme d'un vecteur. Et au contraire, quand on avait un vecteur, on pouvait retrouver des équations plus ou moins facilement. Autre propriété, quand on a un sous-espace vectoriel, même s'il n'est pas écrit sous la forme d'un vecteur, si on trouve des vecteurs U1, U2, UP qui sont dans cet espace, dans ce sous-espace vectoriel, si je prends le vecteur de tout, ça reste contenu dedans. Alors, je vous ai mis la démonstration, parce qu'elle est très rapide, pour montrer l'inclusion qui est là. Pour montrer une inclusion entre deux ensembles, on prend un élément dans le premier ensemble, et on vérifie qu'il est bien dans le deuxième. Et tout le temps, quel que soit cet élément. Donc, on considère un vecteur V au hasard, quelconque, dans le vecteur qui est là. Et on veut vérifier qu'il appartient bien à... Alors, je traduis. Ça veut dire quoi être dans le vecteur? Ça veut dire qu'il s'écrit comme une combinaison linéaire de ces vecteurs U1, UP. Donc, il existe des lambdas qui permettent d'écrire la combinaison linéaire. Mais quand j'ai fait lambda 1 U1 plus lambda P UP, U1 était dans F, c'est écrit au-dessus. Donc, quand je multiplie par une constante, ça reste dans F, puisque F, c'est un sous-espace vectoriel, il est donc stable par addition, par multiplication. Donc, le lambda P UP aussi. Tous les petits morceaux sont dans F. Mais comme F est toujours un sous-espace vectoriel, il est en plus stable par addition. Donc, tout ça, ça va rester dans F par stabilité, d'addition et de multiplication. Ben, donc, le V, il est dans F. Donc, si je prends n'importe quel V là-dedans, il est forcément dans F. D'où cette notion d'inclusion. C'est assez automatique. Alors, la réciproque est vraie et évidente, je vous dis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si un sous-espace vectoriel est contenu dans F, un vecteur U1 UP est contenu dans F, alors forcément, chacun des UI est dans F. Et ça paraît assez évident, puisqu'en fait, chacun des UI, il s'écrit, il est dans le vecteur aussi, hein. Donc, comme le vecteur est contenu dans F, chacun des UI est aussi contenu dans F.
Alors, si je veux simplifier un petit peu l'histoire, je vais reprendre un exemple. Là, je prends un exemple dans R3. Parce que R3, c'est simple, on voit où on met les pieds. Je prends des vecteurs, je prends un ensemble F, ici, qui est un sous-espace de R3, puisqu'il est porté par deux vecteurs. C'est même un plan. Et je prends un ensemble E, et qui va être le vecteur de U1 UP, mais sauf que des U1 UP, il n'y en a qu'un, c'est un vecteur C. Et cet ensemble E, c'est une droite. Donc l'idée, pour montrer que la droite, elle est contenue dans le plan, le principe ici, c'est que c'est pas la peine de montrer que toute la droite est contenue dans le plan. Il suffit de vérifier que le vecteur directeur est dedans. Si mon vecteur directeur, il est dans le plan, quand vous tracez la droite, elle se trace automatiquement dans le plan. Voilà ce que ça dit, en fait, cette propriété. Si vous prenez un vecteur directeur qui est dans le plan, alors la droite, elle est dans le plan aussi. Ça, c'est un cas très particulier. On va le vérifier par le calcul maintenant. Alors, dans R3, c'est simple. Après, dans des ensembles plus gros, c'est moins évident. Je fais l'exemple 1. Ça s'appelle inclusion 1. Alors, voilà le A et le B. Donc, F, c'est vecte AB et E, c'est vecte C. Donc, on est dans R3. Je rappelle que ça, c'est donc un plan et ça, c'est une droite. Et je veux vérifier que la droite est contenue dans le plan. Donc, je vais m'intéresser uniquement au vecteur C. Je vais juste montrer que ce vecteur C, il est contenu dans le plan. Et pour montrer qu'il est contenu dans le plan, je vais montrer qu'il se décompose en fonction des vecteurs A et B. Voilà ce qu'on va chercher à montrer. C'est ce que je cherche. Donc, je pose le vecteur C, moins 7, 5, 7, et je veux l'écrire alpha A plus bêta B. Et j'écris ça sous la forme d'un petit système. Donc, j'ai mis plutôt moins 7, 5, 7 du côté droit, c'est plus habituel. Et j'écris le premier membre avec ça, alpha fois 1, bêta fois 2, alpha fois 0, bêta fois moins 1, alpha fois moins 1, bêta fois moins 2. Donc, voilà mon système. Et à droite, évidemment, je recopie moins 7, 5, 7. Pour montrer que le vecteur C se décompose comme ça, je vais les calculer, les alpha et bêta. Allez, on travaille. J'ai viré la dernière équation. Pourquoi? Parce que je constate que la première et la troisième, au signe près, c'est la même. Donc la dernière, j'ai pas besoin de la recopier. À partir de ce moment-là, je finis ma résolution. Je trouve que moins bêta, c'est 5, donc bêta, c'est moins 5. Et alpha, si je ne me suis pas trompée, moins 7, moins 2 bêta. Donc moins 7 plus 10 égale 3. Jusque-là, ça va. Ce qui me donne que le vecteur C se décompose. J'ai trouvé alpha et bêta. Il s'écrit 3A moins 5B. Donc, il est bien dans F, puisque c'est bien une combinaison linéaire. Et que par définition, F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de A et B. Vraiment, il faut toujours avoir en tête cette notion de combinaison linéaire. On retrouve à toutes les étapes en fait des exercices sur les espaces vectoriels. Bien, si C, donc le vecteur C est dans le plan, ben, nécessairement, la droite portée par le vecteur C, elle est aussi dans le plan. Je crois que ça, c'est assez limpide. Le vecteur directeur C de la droite E donc, est contenu dans le plan F. Donc, E est contenu dans F. Voilà. Donc ça permet de réécrire en français tout ce qu'on a écrit là, plus en mathématiques. Normalement, cette série-là est terminée. Je vous laisse terminer de noter s'il y en avait qui notaient ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour montrer l'inclusion, pour le coup, on n'a pas besoin d'écrire tous les vecteurs de la droite. On prend juste le vecteur directeur. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et on va voir l'exemple suivant. L'exemple suivant, on nous donne un vecteur C, et puis F, donc on est toujours dans R3. F, c'est quoi comme objet? C'est un plan. On a une seule équation, donc on a un plan. Et E, c'est le vecteur de C, donc c'est une droite. À nouveau, je veux vérifier que cette droite E, elle est contenue dans le plan.
j'ai pas démontré complètement que c'était un plan, j'ai pas écrit sa famille génératrice. Je le dis comme ça rapidement. Et si on reprend donc les exemples, je vais prendre moi ici. Donc, je prends cet exemple-là, on est dans R3, et là, je vous dis, ça c'est un plan, ça c'est une droite. Alors ça c'est une droite, c'est une droite vectorielle, on définit comme ça, cet ensemble E. Ici, je vous dis que c'est un plan, parce qu'en fait, on en a déjà manipulé plusieurs fois. On reconnaît l'écriture générale d'un plan vectoriel, d'un plan qui passe par 0. Alors maintenant, comment savoir, oh là j'étais un peu vite, comment savoir que C appartient bien au plan? Ben, c'est pas compliqué, il suffit de vérifier l'équation. Donc, c'est plus simple que l'exemple de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait f qui était écrit sous la forme d'un vecte. Il a fallu écrire la décomposition du vecteur C dans ce vecte. C'était long, hein, parce qu'on a eu une résolution de système à faire. Ici, l'ensemble f est donné par son équation. Pour savoir si le vecteur C appartient à l'ensemble f, je rentre les coordonnées. Je fais 3, moins 2 fois 1, plus 1 fois moins 1, et ça fait 0. Donc, ça marche. Donc, C est bien dans F. Et donc, ça suit. La droite, elle suit complètement et elle est dans le plan. Donc ça, c'est assez simple. Et finalement, c'est de la géométrie assez simple dans R3. Alors, attention, vous êtes prêts pour le grand voyage? On va maintenant partir dans R4 pour l'exemple suivant. Attention, je reviens à ça. Alors, dans R4, on donne, c'est à peu près la même démarche, on donne 3 vecteurs, comme pour le premier exemple. F, c'est vecte AB. On peut l'appeler plan si ça vous fait plaisir, mais ça devient pas un objet concret. Et puis, E, c'est vecte de C, je peux l'appeler droite. Et je veux montrer que la droite E, elle est contenue dans le plan F. Mais on a plus de points de repère, parce qu'on n'est plus dans R3. Dans R4, c'est vraiment, on sait pas trop où on est. Alors, c'est parti. Dans R4, j'ai donc mon plan F, ma droite E, et je vais montrer que E est contenu dans F. En tout cas, la démarche, c'est exactement la démarche de tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais essayer de montrer que C, il est dans le vecte de AB, c'est-à-dire, je vais essayer d'écrire C sous la forme alpha A plus bêta B, comme une combinaison linéaire. Je précise les vecteurs, donc alpha A plus bêta B égale C. Je pose la résolution d'équation. J'ai donc alpha plus bêta, égale à 4 second membre. La deuxième composante, j'ai alpha fois 0, bêta fois 1. Ensuite, alpha fois moins 1, bêta fois 0. Alpha fois 2, bêta fois 2. Et ça fait. Donc, je me lance dans la résolution d'équation ici. Alors, ça paraît compliqué. On peut la prendre de plusieurs façons. En tout cas, on a 2 inconnus seulement et 4 équations. Ça paraît beaucoup trop, ces 4 équations. En fait, on peut constater au milieu que le bêta égale 1 et le moins alpha égale 3. Ben, déjà, on a alpha égale moins 3. On a tout ce qu'il faut. Et à partir de là, on peut essayer de les remplacer dans les 2 autres équations, voir si ça marche. Mais en fait, la résolution, elle est déjà finie ici. On peut aussi constater que la première ligne et la dernière ligne, ben, la dernière, c'est 2 fois la première. Sauf que pour que ça marche, il faudrait non pas avoir un 1 ici, mais un 8. Enfin bref, je suis en train de vous dire que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir la somme qui fait 4 et 2 fois la somme qui fait 1. Elle devrait faire 8. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C n'est pas combinaison linéaire, puisque je n'arrive pas à trouver alpha et bêta qui marchent. Donc, C n'est pas dans F. Donc là, le vecteur C n'est pas dans le plan. Si le vecteur, il n'est pas dans le plan, on voit bien que la droite qui suit, ben, elle ne peut pas être contenue dans le plan non plus. Puisque le vecteur lui-même, il n'y est pas, donc le vecte, il y a au moins un élément qui n'y est pas. Après, il y a tout qui suit, c'est pas dans le plan. J'ai travaillé en disant que c'était un plan et c'était une droite. Alors j'étais dans R4, mais c'est pas grave, on voit bien que les objets, ils sont pas si compliqués que ça, même. Donc voilà pour ce dernier exemple de comment on gère les inclusions.
on verra ensuite comment ça peut se compléter pour montrer des égalités d'ensemble, mais plus tard dans le cours. Alors, je reviens au cours. Une dernière propriété avant de terminer. Si on prend un ensemble V qui s'écrit sous la forme vect quelque chose. Imaginez, donc je vous ai fait un dessin, on va le voir en parallèle. On prend plusieurs vecteurs dans le plan, ça engendre le plan. Cet ensemble V, ce vect, ne va pas être modifié si je fais les opérations suivantes. Alors, si j'échange deux vecteurs, ça ne change pas le vect. C'est lié aux sommes, ça, hein, parce que le vect, en fait, c'est des combinaisons linéaires de ces vecteurs U1, UP. Donc, si j'échange deux termes de ma combinaison linéaire, ça ne change rien en calcul. Si je multiplie un des vecteurs par une constante non nulle, ça ne change pas non plus. C'est lié aux combinaisons linéaires, on va le voir sur un exemple. Si je remplace, ça c'est plus fin, un vecteur, UI, par lui-même plus un certain nombre de fois un autre, ben, ça ne change pas non plus. Et si je supprime dans la relation, si je trouve un vecteur qui est combinaison linéaire des autres, ben, je peux l'enlever. Voilà ce que ça nous dit. J'admets cette propriété. On va juste regarder ce qui se passe sur un exemple. On pourrait le démontrer, mais c'est un petit peu fastidieux. Donc, on va l'admettre. C'est à cause des notations que c'est fastidieux. Et on va juste faire des petits dessins pour voir comment ça marche. Je me place dans le plan de ma feuille, et j'ai représenté des vecteurs U1, U2, U3, U4. Et comme ils sont tous les 4 dans le plan, en fait, ils engendrent toute ma feuille. Si je prends toutes les combinaisons linéaires de U1, de U2, U3 et U4, je vais avoir tout le plan. Alors, la propriété nous dit quoi? Si j'en échange deux, si je fais U1, U2, U3, U4 et je remplace et je fais U2, U1, U3, U4, on voit bien que ça reste le même dessin. On nous a dit aussi, ça c'était la deuxième étape, qu'on pouvait remplacer un vecteur par lui-même multiplié par une constante. Vous voyez bien que si j'enlève le U1 et que je le remplace par ça ne change pas toutes les combinaisons linéaires que j'obtiens. Simplement, quand je fais toutes les combinaisons linéaires possibles, bah, ça c'est 2 fois plus gros, mais il suffit de mettre un lambda 2 fois plus petit, j'obtiens exactement le même vecteur. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme possibilité? C'est de remplacer un vecteur, ici le vecteur U2 par exemple, par lui-même, plus lambda un autre. Oui, c'était lambda la lettre. Donc, U2, je le remplace par ce vecteur bleu ici, qui est U2 plus 2U1. Si je ferme mon parallélogramme, j'obtiens U2 plus 2U1. Ça engendre toujours mon même plan. Ça n'a pas changé grand-chose. Au lieu de mettre U2, qui était là, je mets U2 plus 2U1. Je l'ai carrément effacé pour qu'on voit mieux. Ça reste le même plan qui est engendré par ces vecteurs, donc soit U1, soit 2U1, mais les vecteurs bleus là, U1, U2 plus 2U1, U3 et U4. La dernière phrase, c'était s'il y a un vecteur qui est combinaison linéaire des autres, alors je peux l'enlever. Alors ici, on va essayer de repérer, il y a plusieurs possibilités, mais un vecteur qui serait combinaison linéaire des autres. Alors ce que j'ai fait, j'ai prolongé le vecteur U3 ici, et j'ai prolongé ce vecteur-là, ce vecteur U2 plus 2U1, je l'ai prolongé ici. Et j'ai projeté le vecteur U4 sur cette droite-là, la droite bleue, et sur bleu foncé, et sur la droite bleu clair. Je l'ai projeté 2 fois. Ce qui me permet d'écrire quoi? Alors, le vecteur bleu ici, je l'ai appelé V2, parce que sinon, ça devenait un petit peu lourd à écrire, U2 plus 2U1. Je constate quoi? C'est que mon vecteur U4, par projection, je peux l'écrire quelque chose fois U3, un lambda 3 U3, qui a l'air plutôt négatif d'ailleurs. Et quelque chose fois V2, un lambda 2 V2, qui est plutôt négatif aussi. Donc, ce vecteur U4, je constate qu'il est combinaison linéaire de V2 et de U3. Eh bien, je vais l'enlever. Je l'enlève. Alors, il me reste quoi, finalement? Il me reste soit le vecteur U1, soit le vecteur 2U1, là, qui est là, en rouge, qu'on repère bien. Le vecteur V2 après ma modif, qui est ici, en bleu clair.
et le vecteur U3 qui est ici en bleu foncé. Mais au final, ce que j'obtiens, c'est toujours mon même plan. Ces trois vecteurs-là engendrent toujours le même plan. Parce que le vecteur U4, bah, il était un peu redondant, il venait là, mais bon, on voit bien qu'il servait pas à grand-chose. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, on a les trois vecteurs là, 2U1, V2 et V3. Il y en a un qui est redondant. On peut en enlever un. Alors lequel? Ben, en fait, n'importe lequel. Parce que le vecteur V2, c'est peut-être plus facile. Si vous prolongez le rouge et le bleu foncé, ben, le bleu clair, il s'écrit en fonction des deux. Il est combinaison linéaire aussi. En fait, on va voir plus tard que pour définir un plan, bon, on l'a déjà rencontré sur des exemples, pour définir un plan, on n'a pas besoin de trois vecteurs. Deux, ça suffit largement. Enfin, ça suffit. Que un, ça suffit pas. Si je prends un vecteur, j'obtiens une droite. Si je prends deux vecteurs non colinéaires, bah c'est bon, j'obtiens tout mon plan. Après, si j'ai trois vecteurs dans le même plan, c'est redondant. Voilà pour tout ça. Alors, pour la suite des événements, je vais... J'ai besoin de rien ici. Donc, pour la suite des événements, il faut que je vous renvoie des choses. Il faut que je vous renvoie les deux diapos où il y avait des erreurs. Ça, je vais les rectifier. Il faut que je vous envoie le cours pour demain. Et en vrai, il n'est pas prêt. Je suis un petit peu à la bourre. Donc, je pense que je pourrais vous l'envoyer peut-être ce soir. Enfin, dès qu'il est fini, je vous l'envoie. Vous jetterez un petit coup d'œil, mais c'est pas très important dans le sens où on va le reprendre demain. Donc, au pire, vous le découvrirez au dernier moment, mais je vous l'envoie, je pense, dans la soirée. Donc ça, c'est le cours pour demain. Les diapos rectifiés. Il faut que je vous envoie aussi, donc pour ceux qui ont fait l'info ce matin avec Monsieur Heger, je vous envoie, puis je l'enverrai à tout le monde, le corrigé de ce TD d'info. Et je vous envoie aussi le corrigé du devoir à la maison avec le lac, avec la hauteur du lac et les horribles équadifs. Oui, il était horrible, j'avoue tout. Je sais qu'il était horrible, mais c'est un sujet de concours, donc je vais quand même vous montrer un petit peu ce que vous attendez. Je vous envoie le corrigé, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil, puis on en reparlera demain. Et il y avait quelqu'un qui me demandait des explications aussi sur les exercices bonus. Donc je vais regarder quelle est la question qui pose problème. Et puis on en reparlera demain. Beaucoup de choses à faire demain. Voilà, bah écoutez, bonne fin d'après-midi. Et puis, il y avait des questions aussi, je crois que c'est mes collègues qui se demandaient si on faisait cours vendredi. C'est ça la question, je crois. Ben, moi, j'avais pas prévu, hein, mais bon. C'est pas ce qu'ils me disent. Le cours de vendredi. Ah, Monsieur Pelletier voulait faire cours. Hein. Bon, eh ben, écoutez, on verra ça. Hop, et là. Donc le cours de vendredi, moi j'y tenais pas plus que ça, mais si les autres collègues veulent faire cours, pourquoi pas. Voilà, bon donc je vous renvoie toutes les choses que je dois vous renvoyer, et puis bon après-midi et à demain. Au revoir. À demain. Au revoir. Merci, à demain. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.